Salut les amis, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de l'Isola delle Rose. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que l'autre jour j'étais en train de regarder un film sur Netflix et je vois cette histoire est tirée d'une histoire vraie. Et en regardant le film je me dis c'est impossible que cette histoire soit réelle. Je décide alors de faire quelques recherches et je peux vous dire que non seulement l'histoire est vraie, mais elle est incroyable. L'histoire d'un homme qui décide de créer son île et la déclare comme étant un État indépendant avec son propre gouvernement, sa propre monnaie et sa propre langue. Voici l'histoire de Giorgio Rosa. Il faut qu'il m'aide à sauver mon île. Vous avez acheté une île? Non, je l'ai construite. Alors, puisque dans cette vidéo, je vais également parler du film, je veux vous avertir qu'il pourrait y avoir certains spoilers, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de voir cette vidéo juste après avoir regardé le film. Tout d'abord, il faut que je vous présente Giorgio Rosa, un homme italien né à Bologne en 1925. Il vient d'une famille bourgeoise, son père est technicien spécialisé dans l'usine moto Ducati, et en 1950, Giorgio va obtenir son diplôme d'ingénierie mécanique. Alors qu'il est encore étudiant à la fac, il fait déjà preuve d'une énorme créativité et audace, puisque comme thèse, il apporte une voiture qu'il a construite totalement lui-même, inclus le moteur. Je suis désolé pour la décoration intérieure. J'ai construit cette voiture pour l'examen d'ingénieur. L'ingénierie et la mécanique sont sa passion, c'est la profession qu'il va exercer tout au long de sa vie, mais en plus, il va aussi être enseignant. Mais au-delà d'être un excellent ingénieur, Rosa est aussi un rêveur. Il rêve de liberté, d'indépendance et en 1958, il a l'idée de faire quelque chose d'absolument fou. Le rêve pour tout homme libre, comme il le dit, et c'est la création d'une île totalement indépendante. Et ça, c'est le genre d'idée qu'on pourrait avoir un soir, en soirée, et ne plus jamais en reparler. Mais Giorgio n'est pas comme ça. Giorgio va aller au bout de la chose et il a vraiment l'intention de créer un État indépendant. On va construire une île en dehors des eaux territoriales italiennes. Alors pour créer un État indépendant, il faut trouver un endroit qui n'appartient à personne. Et c'est avec ce raisonnement que Giorgio va créer l'île de la Rose. Il se renseigne et il apprend qu'en dehors des eaux territoriales de l'Italie, personne pourrait interférer avec la construction d'une île, puisque ces eaux justement n'appartiennent à personne, et c'est justement là qu'il va construire l'île de la Rose, à 6,27 milles de la côte italienne, soit environ 11 km de la côte. Giorgio va alors entamer la construction de son île à environ 500 mètres au-delà de la limite des eaux territoriales italiennes. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans le film, à cette époque, Giorgio n'était pas en train d'essayer de reconquérir sa copine, mais Gabriella était déjà sa femme, et d'ailleurs, elle a joué un rôle très important dans cette histoire. En effet, construire une île artificielle au milieu de la mer, même si c'est en dehors des eaux territoriales, ça reste légalement très difficile à faire, puisque ça prendrait plusieurs mois, et que quelqu'un pourrait s'en rendre compte avant même la finalisation. Mais surtout, c'est très dangereux pour les bateaux s'ils ne sont pas mis au courant qu'il ne faut pas passer à cet endroit précis de la carte. Et c'est justement pour ça que Giorgio va demander à sa femme de fonder une société nommée SPIC, Société expérimentale d'injection de ciment, qui aurait pour but d'effectuer des expérimentations en pleine mer. Je vous laisse remarquer que c'est très spécifique comme type d'entreprise, mais c'est exactement ce que Giorgio veut, puisqu'en 1960, la capitainerie du port de Rimini va accepter la demande et la société de Gabriella peut désormais effectuer des expérimentations en pleine mer. La voie est donc libre et cela empêche d'autres bateaux de naviguer, donc ils savent qu'ils ne mettront personne en danger. Pendant les années qui vont suivre, Giorgio va faire de nombreux repérages, va se renseigner et c'est 4 ans plus tard, en 1964, que commence la construction de l'île. Les travaux commencent, mais il faut dire que c'est un processus très lent puisqu'ils sont en pleine mer et pendant la plupart du temps, les conditions météo sont défavorables. Du coup, on va dire qu'ils peuvent travailler sur la plateforme environ 3 jours par semaine en moyenne. Et le 20 mai 1967, quelque chose d'absolument incroyable va se produire pour eux, puisque d'un forage de 280 mètres, ils vont tomber sur un aquifère d'eau douce, leur permettant d'avoir de l'eau douce sur l'île en pleine mer. À ce stade, la capitainerie commence à se poser quelques questions et se demande s'ils sont vraiment là pour des raisons expérimentales, mais c'est trop tard, la construction a déjà démarré et étant en dehors de l'Italie, il n'y a pas grand chose qu'ils puissent faire. Et c'est toujours en 1967 que la construction va se terminer. L'île fait désormais 400 mètres carrés et est surélevée de 8 mètres par rapport au niveau de l'eau.
Et la même année, l'île de Rose va ouvrir ses portes au public. Très vite, l'île de la Rose va devenir assez populaire. Le trafic maritime devient de plus en plus dense dans ce périmètre. De nombreux bateaux quittent les côtes de Rimini pour aller visiter l'île, qui devient aussi un des spots préférés des touristes. Certains bateaux de croisière changent légèrement leur itinéraire pour pouvoir passer le plus près possible de l'île et la montrer aux touristes. Et voilà, petit à petit, sans le vouloir, l'île devient un vrai spot touristique. Ross a décidé alors de profiter de la situation, de surfer sur la vague et il va ouvrir un bar, une discothèque, mais aussi un bureau de poste. Et l'île va devenir un véritable business. Figurez-vous qu'à cette époque, l'île avait un habitant permanent nommé Pietro Bernardini, qui avait fait naufrage dans la mer Adriatique. Et après être resté 8 heures coincé dans une horrible tempête, il voit la plateforme, s'y met à l'abri, et finalement l'endroit lui plaît et il va demander à Giorgio s'il peut rester en tant que locataire sur l'île. Il va y habiter en tant que locataire pendant 1 an. S'il y a un détail que pour le coup j'étais sûre que le film avait inclus rien que pour ajouter un petit peu à l'aspect dramatique, c'était justement ça, l'arrivée de Pietro suite au naufrage. Mais non, c'est bien réel ça aussi, donc clairement cette histoire n'a pas besoin qu'on rajoute quoi que ce soit pour la rendre encore plus spectaculaire. Mais la chose qui pose problème, c'est que alors qu'il y a tout ce business qui est en train de se mettre en marche, en dehors des eaux territoriales, Giorgio n'a à payer aucune taxe, aucun impôt. Et cela pose problème au gouvernement italien. Car même s'il est que à 11 km de la côte italienne, il est quand même pas en Italie. Et du coup, cela fait qu'il n'a pas l'obligation de payer d'impôts ou de taxes. Et c'était exactement ça le but de Giorgio. Il a tout prévu pour être en dehors des eaux territoriales, justement pour que personne puisse venir lui dire quoi que ce soit. Giorgio est en train de réussir un coup de génie. Il a trouvé une faille dans le système et concrètement, aucune loi était prête pour ça. Aucune loi savait quoi faire dans le cas où quelqu'un s'installe en dehors des eaux territoriales et se déclare comme étant indépendant. Du coup, là, tout le monde est perdu et ils savent pas comment faire pour l'arrêter. Giorgio voit bien qu'il est en train de sérieusement énerver le gouvernement, mais il va pas s'arrêter là, il va suivre son plan et va placer la barre encore plus haut puisque le 1er mai 1968, il se déclare comme étant un État indépendant. Cette déclaration est rendue publique le 24 juin 1968 et l'île de la Rose a désormais sa monnaie, son hymne national, son bureau de poste, ses timbres, sa langue, l'espéranto, et son propre drapeau qui est constitué de 3 roses sur un bouclier blanc, mais également d'un gouvernement avec Giorgio Rosa comme président. On est en 1968 et comme vous le savez, c'était une période avec de fortes tensions politiques dans le monde entier, notamment avec ce qu'il se passe aux États-Unis à ce moment-là, la guerre du Vietnam, et les jeunes Italiens vont être sensibles à ça et vont suivre le mouvement hippie. Du coup, l'île est vraiment perçue comme cet endroit de totale liberté, un petit peu cette rébellion contre l'État, le gouvernement, surtout pour les jeunes Italiens puisqu'elle est si accessible, elle est seulement à 6 milles nautiques de la côte, du coup cela veut dire qu'elle peut être atteinte en une vingtaine de minutes de bateau et ça va vraiment devenir un emblème pour les jeunes de l'époque. Donc imaginez dans un tel climat comment ont pu se sentir les jeunes lorsqu'on leur dit qu'il y a une île à 20 minutes en bateau où il y a aucune règle, c'est une île totalement libre et indépendante où on peut faire la fête, où on peut prôner la liberté, l'amour. Et justement, c'est aussi ce qui a fait le succès de cette île, c'est le fait qu'elle tombait à pic dans une époque où les jeunes, ils avaient besoin de ça. L'ambiance était très pacifiste sur l'île, même si c'était un endroit libre, ça ne veut pas dire que ça partait dans tous les sens, c'était quand même très peace and love, mais l'État ne voit pas du tout les choses de cette façon-là, et pour eux c'est un no man's land qu'il faut absolument arrêter et abattre. Comme je vous disais, le 1er mai, Giorgio déclare son île comme étant un État indépendant de façon non officielle. C'est le 24 juin qu'il va faire la même déclaration de façon officielle, et ce n'est qu'1 jour après que la police va prendre possession de l'île. Giorgio raconte que le 25 juin, la police, la garde de finances et la capitainerie arrivent sur l'île et en prennent possession, lui interdisant même à lui d'y accéder. Et des militaires vont rester de façon permanente sur l'île pour y interdire totalement l'accès. Giorgio ne va pas se battre contre les autorités et leur laissera pacifiquement prendre la possession de son île.
Et cette histoire commence à faire la une sur tous les journaux. Même des personnes influentes essaient de parler avec le gouvernement pour sauver l'île. La République de la Rose va envoyer un télégramme au gouvernement de façon pacifique pour essayer de préserver son existence, mais cela ne va rien changer. Les médias vont beaucoup s'amuser en créant des titres de type « L'Italie déclare la guerre à l'île de la Rose » et on aurait presque dit que même les médias étaient un petit peu en faveur pour que l'île reste. George et sa femme ont tout fait pour essayer de garder l'île et ils ont même entamé des procédures légales, mais malheureusement, rien n'a été concluant. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans le film, non, George ne va pas aller jusqu'à l'ONU, mais en fait, il a juste pas eu le temps, il l'aurait sûrement fait, mais il n'a pas eu le temps puisque tout ça s'est passé très vite après qu'il ait eu l'idée de se déclarer en tant qu'État indépendant. L'État va envisager plusieurs solutions, l'une d'entre elles étant de racheter l'île à Giorgio, mais Giorgio va refuser et je le comprends, je pense qu'il n'a pas fait tout ça pour qu'ensuite l'île soit revendue à l'État, c'était justement l'opposé de son message et donc voilà, ils n'arriveront pas à se mettre d'accord. L'île restera occupée par les autorités jusqu'en février 1969 où là elle sera détruite à l'explosif par la marine militaire. Cette histoire sera petit à petit oubliée et certains verront la démarche de George comme une tentative d'urbaniser les mers, mais certains pensent que c'est un génie qui a voulu se rebeller et défier les limites du possible en créant son propre monde utopique. Plus tard, George nous racontera que ce qu'il souhaitait vraiment, c'était élargir encore plus ce monde en incluant 4 étages et peut-être, pourquoi pas, élargir aussi la superficie de l'île. Ce n'est qu'en 2000 que cette histoire a refait surface avec l'apparition de documentaires et de recherches, et ce n'est que quelques années plus tard, en 2017, que George nous a malheureusement quittés. Pour cet épisode de série que j'ai décidé d'appeler Entre fiction et réalité, je dois dire qu'il n'y a pas tellement de différence entre le film et l'histoire réelle, à part quelques petits détails que je vous ai dit, comme le fait qu'il était déjà marié ou le fait qu'il n'est pas allé jusqu'à l'ONU, mais je dois dire que l'histoire du film reste quand même assez fidèle à la réalité. Même si évidemment quelques détails ont été romantisés, mais dans tous les cas je vous conseille vraiment d'aller voir le film puisque j'ai beaucoup apprécié et puis les personnages sont très attachants et j'ai passé vraiment un bon moment en regardant ce film. Si cette idée de série vous plaît, j'ai déjà fait un autre épisode sur la série Netflix Le Jeu de la Dame, où là je fais aussi une comparaison entre fiction et événements réels. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!